Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Évariste Rodonu, officiellement installé dans ses fonctions de président du Conseil national du patronat, de la presse et de l'audiovisuel, il a été installé avec les autres membres du nouveau bureau directeur du CNP à Bénin. Cette cérémonie intervient un mois après l'Assemblée générale élective qui les a conduits à la tête de la fêtière des patrons de presse. Retour dans ce journal sur les temps forts de la cérémonie d'installation. Préparer le sol pour une transition agroécologique, c'est le thème de l'atelier international ouvert ce lundi à Cotonou. Au cœur de cette rencontre, la problématique de préservation et de renforcement des capacités des terres. Il s'agit d'une rencontre internationale qui entre dans le cadre de l'exécution du programme global protection et réhabilitation des sols pour l'amélioration de la sécurité alimentaire. Les détails dans un instant. Nous parlerons également sport dans ce journal avec le tournoi DSS qui a connu son épilogue. Ce dimanche, en finale, l'équipe de Sogan FC s'est imposée à son adversaire de Jeunesse Alternative sur le score de 3-0 à l'issue des épreuves de tir au but. Elle s'empare donc du trophée DSS de la première édition du tournoi au profit de la jeunesse de la 6e circonscription électorale. Nous allons revivre ensemble les temps forts de cette grande messe footballistique. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Le nouveau bureau directeur du Conseil national du patronat de presse et de l'audiovisuel CNP à Bénin a été installé ce lundi. Évariste Rodonu et les autres membres du nouvel organe dirigeant sont officiellement entrés dans leurs fonctions un mois après l'Assemblée générale les ayant conduits à la tête de la fêtière des patrons de presse. La cérémonie d'installation a eu lieu à la Maison des médias Thomas Meillansan de Cotonou. William Cliquant pour les détails. 3 nouvelles années pour Évariste Rodonu à la tête du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel. D'autres patrons de presse rejoignent le nouveau bureau directeur au sein duquel plusieurs autres membres conservent leur fauteuil. L'installation de la nouvelle équipe sortie de l'Assemblée générale ordinaire du 11 août dernier commence par la lecture du procès-verbal de ce conclave. Une seule liste a été retenue et soumise au vote. Une fois les élections conjuguées au passé, l'heure est désormais à la diversification des ressources et des sources de financement de la presse. L'investiture de ce jour confirme la bonne santé de notre fêtière, malgré les tourmentes inhérentes à toute activité humaine. Nous devons continuer les réformes pour qu'advienne un CNPA plus fort et plus crédible. Nous comptons sur l'ensemble des acteurs de la presse. Le bureau que j'ai l'insigne honneur de diriger travaillera d'arrache-pied pour consolider les acquis, corriger les erreurs éventuelles et surtout réaliser de belles choses pour notre fêtière. Plus que jamais, le bureau, ensemble avec tous les membres, devra intensifier les efforts pour trouver les partenaires afin de réaliser les actions projetées. La fêtière des professionnels des médias et d'autres acteurs de la presse entendent jouer leur partition aux côtés de la nouvelle équipe du patronat pour une réussite de sa mission. Mes sincères félicitations. Il est important d'aller au travail parce que les challenges sont grands. Les challenges pour notre presse, pour notre maison des médias, pour les acteurs des médias, pour les patrons de presse. Parce que pour nous, employés des entreprises de presse, nous ne sommes pas contents de nos patrons. Et il est important que les patrons comprennent que nous avons des revendications et que nos revendications ne tarderont pas à atterrir sur vos tables. Je voudrais leur dire bravo et souhaiter plein succès à la mandature numéro 7 qu'il a la chance de diriger, loin des phares et des dards, loin de toute turbulence et d'orage qui pourrait emporter, mais je sais qu'il est un bon pilote. Berthe Vincent Kakbossa de Canal 3 Bénin et Rodrigue Azinongwe de Fraternité FM siègent dans ce nouveau bureau directeur du CNP à Bénin, tous deux à des postes de vice-président.
Depuis quelques jours, de vives polémiques enflent au sein de l'opinion publique. Selon les rumeurs, le barrage hydroélectrique de Nangbeto serait la cause des inondations observées ces derniers temps au Bénin et au Togo. Une polémique qui mérite quelques éléments de réponse. Voici le reportage signé Teddy Goudalo. Le barrage hydroélectrique de Nangbeto fait depuis peu objet de polémiques au sein de l'opinion publique et même sur les réseaux sociaux. Les inondations observées ces derniers jours dans la partie méridionale du Bénin et au Togo seraient, selon les commentaires, la conséquence des opérations de lâcher d'eau qu'effectue périodiquement la communauté électrique du Bénin. Le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou, interpellé sur la question, démontre schéma à l'appui le contraire. Le barrage recueille l'eau du fleuve. Souvent, les barrages sont sur des fleuves, sur des rivières, etc. Et c'est la circulation de l'eau qui arrive, qui fait tourner les turbines. Nangbeto est sur le fleuve Mono. Donc, ce qui se passe par rapport au barrage qui a pour vocation de barrer la route à l'eau, de manière à ce qu'on puisse contrôler sa circulation, c'est que tous les jours, pour ne pas dire toutes les secondes, on mesure la quantité d'eau qui arrive. Si la quantité est tellement importante et que le niveau augmente de manière rapide, pour éviter ce que je viens de vous expliquer, on va ouvrir les vannes pour laisser passer une certaine quantité pendant un temps donné, le temps de ramener à un niveau correct. Et on referme pour continuer l'exploitation. C'est clair donc, le barrage hydroélectrique de Nangbeto n'est en aucun cas la cause des inondations. Les opérations de lâcher d'eau constituent, selon le ministre, une routine en période de crue pour garantir la sécurité des installations. On prévient les populations par rapport à ces différentes lâchers d'eau. Et malheureusement, souvent, les gens n'y croient pas et ne prennent pas les dispositions qu'ils doivent prendre et se retrouvent en fait devant le fait accompli quand l'eau des lâchers, qui sont en fait un moindre mal par rapport à ce que ça aurait dû ou ça aurait pu être si on ne faisait rien du tout ou s'il n'y a pas du tout de barrage, se font prendre au piège finalement. Mais lorsque vous avez le vase qui est plein, le reste va couler. Donc c'est le reste qui coule là. Au lieu donc de laisser passer sur le barrage, nous avons un moyen mécanisme pour faire ouvrir du bas et c'est ça qui fait jeter l'eau. Vous voyez un peu l'image qui affole beaucoup de gens qui disent « Ah, la Seube est en train d'inonder ». Non. On fait des actions de régulation pour deux objectifs. Un, protéger le barrage parce que sinon, s'il cède, il ne va plus jouer son rôle de barrage, compte tenu de la quantité considérable d'eau qui va arriver. Deuxièmement, si cette quantité d'eau qui arrive est tellement importante, le niveau de l'eau en amont du barrage va tellement augmenter que ce niveau va passer au-dessus du niveau de l'ouvrage et la quantité d'eau qui arrive va passer au-dessus du barrage et c'est comme s'il n'y a pas de barrage du tout. Donc on ne maîtrisera plus rien. Patrimoine commun au Bénin et au Togo sur le fleuve Mono, le barrage hydroélectrique de Nangbeto produit 60 MW pour les deux États. Parlons politique à présent avec les repositionnements qui continuent de s'observer à quelques mois des prochaines élections législatives. La dernière en date, c'est la vague de démissions enregistrées au sein du parti Union progressiste Le Renouveau dans la 8e circonscription électorale, notamment à Parakou. Conduit par le jeune acteur politique Fadel Narouassouma, les désormais ex-militants UPR ont officiellement déclaré leur adhésion au bloc républicain. Nous allons suivre. Collecte de cartes de membres, déclarations, témoignages sont entre autres actes qui marquent la rupture de collaboration de ces désormais ex-militants UPR avec le parti politique. Publiquement et solennellement, devant tous, déclarer ma démission de l'Union progressiste Le Renouveau.
Comme vous pouvez le constater, plusieurs responsables des structures et démembrements de ce parti politique de la ville de Parakou ont décidé de faire le pas avec moi. Avec lui, des responsables de section et sous-section ainsi que des points focaux décident de tourner définitivement dos au parti du Baobab Arc-en-Ciel pour rejoindre celui au cheval blanc cabré. Cette démission collective est motivée par un certain nombre de faits selon le leader des démissionnaires. Au Bénin, nous devons continuer à cultiver l'unité nationale. Donc, refuser toute forme de régionalisme. Malheureusement, je dis bien malheureusement, et pour l'avoir vécu en tant qu'un membre très actif de ce parti, je puis dire que ce n'est pas le cas dans l'Union progressiste de haut niveau. C'est pourquoi je dis non au régionalisme. En politique, ce n'est pas une compétition de qui est le plus riche et on ne vient pas dans un parti politique pour quelques semaines après vouloir s'imposer par l'argent. Et si les responsables du parti considèrent que c'est la règle, nous, nos valeurs de base nous imposent le refus catégorique. Il compte désormais travailler pour le triomphe du bloc républicain dans la 8e circonscription électorale. Cette adhésion qui intervient après plusieurs autres sonne comme une grosse prise pour l'émissaire de la formation politique d'accueil. Inoussa Zimé-Chabi, en recevant la déclaration d'adhésion, salue le choix de ses désormais anciens rivaux et les rassure quant à leur place au bloc républicain. Le Baliba dit ce qui est à moi et ce qui est à nous ne constitue pas la même chose, Fadel. Le bloc républicain est à toi. Chers membres, responsables de section, chers militants, vous êtes dans votre famille. Merci encore une fois pour cette décision courageuse prise ce matin. Et cette date-là, nous allons la graver. Naro, Nakayo, au fond Nakayo. Des témoignages pour apprécier l'activisme et la taille du démissionnaire ont été entendus. Fadel Naro et les siens affirment leur engagement pour la victoire du parti Bloc républicain. Je l'annonçais en titre, la problématique de préservation et de renforcement des capacités des terres est au cœur de l'atelier ouvert ce lundi à Cotonou. Il s'agit d'une rencontre internationale qui entre dans le cadre de l'exécution du programme global protection et réhabilitation des sols pour l'amélioration de la sécurité alimentaire ProSol. Les travaux organisés avec l'appui de la coopération allemande sont placés sous le thème « Préparer le sol pour une transition agroécologique ». Reportage. Un gratin de spécialistes des questions agroécologiques venus d'Afrique et d'Asie est réuni ici à Cotonou pour évaluer les efforts déployés dans le cadre de la mise en œuvre du programme global protection et réhabilitation des sols pour l'amélioration de la sécurité alimentaire ProSol. Un travail de réflexion organisé autour du thème « Préparer le sol pour une transition agroécologique ». C'est une ambition, que dis-je, un défi majeur pour l'agriculture. Au regard des dernières catastrophes écologiques observées au niveau mondial, à savoir les inondations, les sécheresses, les extrêmes thermiques, etc., la transition agroécologique devient une obligation pour nos pays. Ensemble, nous devons changer de paradigme pour arriver à des modes de production qui intègrent l'écologie. Du coup, pour Jean Adambiokou Akakpo, la transition écologique reste aujourd'hui un défi vital pour l'humanité. Des propos confirmés par le premier responsable en charge du système agricole béninois. Ce n'est pas de 20 mots. Je suis paysan et fils de paysan. J'ai vécu ça. Il est temps et grand temps de sortir de nos tiroirs les autres technologies de solutions alternatives aux engrais chimiques. La production biologique, la production efficiente qui nourrit l'homme et qui lui permet de gagner sa vie est importante aujourd'hui
comme réflexion stratégique à mener. Des réflexions stratégiques qui seront menées au cours de ces assises. 5 jours d'échange entre sachants et ces derniers sont appelés à partager les expériences vécues afin de mutualiser les peines et les succès autour de ce programme. Je ne souhaiterais pas des présentations académiques, théoriques, qui sortent du cadre de la réalité vécue, mais des choses pratiques avec des illustrations sur ce qu'on a fait, ses faiblesses et ses points forts. Outre les réflexions, l'agenda des assises de Cotonou prévoit des visites de terrain. Visites qui permettront aux participants de rencontrer des groupements de femmes et d'hommes qui ont accepté les différentes technologies proposées pour cette transition écologique. Les travaux prennent fin vendredi prochain. Ouvrons la page éducation à présent avec le complexe scolaire et universitaire Clé de la réussite qui offre des bourses d'études à ces élèves ayant obtenu leur baccalauréat cette année. 2 universités privées ont été choisies pour accueillir les nouveaux bacheliers de cet établissement. Il s'agit de ESM Bénin et l'Institut supérieur Les Cours Sonou. La cérémonie de remise de bourse aux bénéficiaires s'est déroulée ce vendredi sur le site Clé de la réussite de Bégamin. Reportage. À chacun sa bourse d'études pour bien démarrer le cursus universitaire. Au complexe scolaire et universitaire Clé de la réussite, tous les nouveaux bacheliers, toutes mentions confondues, ont droit à cet accompagnement du promoteur de l'établissement pour la suite de leurs études. Pour avoir constaté la maîtrise et le savoir-faire de nos encadreurs, nous vous rassurons, chers parents, que vous ne commettez aucune erreur en inscrivant nos frères, nos sœurs, vos enfants au complexe Clé de la réussite du professeur Omer Adonedjan. Une fois encore, chers parents, merci de penser vous confier au complexe Clé de la réussite, une école qui cultive chaque jour l'excellence et qui lutte efficacement contre les déviances. Alors, je dirais que Clé de la réussite a été toujours une école prestigieuse, une école qui fait chaque année la preuve de l'excellence. Alors, je vais demander à tous les parents, à tous nos camarades encore élèves qui désirent encore continuer les cours, de ne pas se donner des doutes, de choisir Clé de la réussite, c'est choisir le chemin de l'excellence. L'octroi de ces bourses est le fruit de la conjugaison d'efforts entre le complexe scolaire et universitaire Clé de la réussite et ses universités partenaires que sont l'École supérieure de management Bénin et l'Institut supérieur des cours Sonou. Un partenariat voulu et obtenu par le professeur Omer Adonedjan, dont la détermination et l'engagement pour la culture de l'excellence sont salués ici. Monsieur Omer Adonedjan, merci d'avoir fait de moi, il y a 20 ans, un étudiant. Le complexe scolaire et universitaire Clé de la réussite veut aller encore plus loin. Le professeur Omer Adonedjan et son équipe sont en train de scruter les grandes écoles au-delà des frontières béninoises. Comme les années précédentes, 2022 a été fructueuse pour l'école avec de meilleurs résultats des examens de fin d'année scolaire. Au complexe Clé de la réussite, nous cultivons chaque jour l'excellence, comme en témoignent les résultats incomparables et satisfaisants obtenus aux examens nationaux 2022. Ainsi, au CEP 2022, nous avons obtenu les 100% comme d'habitude et 3 de nos élèves se sont illustrés cette année au niveau départemental parmi les meilleurs. De même, au CAP comme au BPC, nous avons obtenu sur nos sites de Calavi, de Ménontin et de Bégamin des résultats très satisfaisants. Au baccalauréat 2022, le complexe Clé de la réussite a obtenu 7 mentions très bien, dont 4 mentions très bien en série D et 3 mentions très bien en série G2. En marge des 7 mentions très bien, nous avons eu 15 mentions bien et 55 mentions assez bien, soit 77 mentions sur les 340 admis au bac 2022. Cette cérémonie de remise de bourse a été précédée d'une Eucharistie pour rendre grâce au Seigneur qui a veillé sur chacun de ses élèves et qui a surtout permis au complexe scolaire universitaire Clé de la réussite d'enrichir son palmarès de meilleurs scores.
Et c'est fini les vacances scolaires. Les activités académiques reprennent le 19 septembre prochain avec, comme chaque année, un lot d'investissement pour les parents d'élèves. Et dans le rang de ces parents d'élèves, certains bénéficient d'une facilité de financement de la scolarité de leurs enfants. Facilité offerte, bien évidemment, par des structures bancaires à travers un prêt. Il s'agit d'un produit dénommé prêt scolaire. Alors, qui peut en bénéficier? Mieux, quels sont les avantages de ce produit pour les parents d'élèves? Des interrogations qui ont inspiré cet élément signé Narcisse Alossé. À quelques jours de la rentrée scolaire au Bénin, ce message est visible devant tous les établissements bancaires ou presque, à Cotonou et environ. Une invite à un prêt baptisé crédit scolaire. Seulement, le message n'est pas destiné à tous les clients. Pour l'instant, c'est les salariés, mais ceux également qui ont leur revenu domicilié mensuellement. Et le revenu est régulier sur le compte. On analyse pour ceux-là au cas par cas pour leur donner le crédit. Au niveau de la CEPEC, les prêts scolaires, c'est essentiellement destiné aux parents d'élèves, aux promoteurs d'écoles et aux commerçants qui commercialisent des fournitures scolaires et tout ce qui concerne en fait la préparation de la rentrée scolaire. Crédit accordé donc pour la rentrée scolaire et à des catégories socio-professionnelles bien définies. Le produit, lui, est offert avec une échéancier à court terme pour le remboursement. Nous sommes à une échéance, à un remboursement prévu sur 9 mois. Sur 9 mois, un taux d'intérêt de 10% sur l'année. Un taux d'intérêt de 10% l'an. Donc sur les 9 mois, vous voyez avec moi que c'est inférieur à 10%. 9 à 10 mois et l'échéancier de remboursement varie d'une structure bancaire à une autre avec un taux qui tourne autour de 10%. Sur le terrain, ce prêt scolaire vient amoindrir le lot de stress de début d'année académique pour nombre de parents d'élèves. C'est ce que nous avons de plus que les autres. J'ai des facilités de crédit. Aujourd'hui, nous vivons de cette facilité-là. Et ça nous arrange aussi. Ça soulage, mais bon, pas comme on le veut. Si on avait subi une augmentation, vous voyez qu'on va demander plus pour régler les petits problèmes là. Mais c'est dans la mesure du... Enfin, quand tu regardes ta cagnotte, tout ce qui t'attend, tu ne peux pas demander beaucoup. Surtout que le salaire n'a pas augmenté. Donc il faut rester dans la marge pour... Vous avez entendu marge. Comprenez la fourchette des montants accordés aux souscripteurs. Nos prêts scolaires partent de 50 000 à 5 millions. Le prêt scolaire chez nous, c'est le salaire x3. Le salaire net du client x3. Si vous avez un salaire de 5 millions, vous pouvez aller jusqu'à 15 millions. Le prêt scolaire est donc accordé non pas à la tête, mais à la poche du client. Pour la plupart du temps, les bénéficiaires sont en délicatesse avec sa gestion. Souvent, les gens, depuis 3 ou 4 mois, ils ont commencé par donner des prêts scolaires. Mais il y a des trous pour d'autres parents. Et c'est difficile, ils n'arrivent pas. Déjà, moi je n'ai pas fait de prêt, je ne peux même pas le faire parce que je ne suis pas fonctionnaire. Mais d'autres fonctionnaires ont fait, mais ils n'en ont pas aujourd'hui. Ils injectent ça ailleurs, ils attendent peut-être le salaire. Peut-être comme c'est le 30 aujourd'hui, d'autres vont prendre ça et vont colmater les brèches pour pouvoir mettre l'enfant quand même à l'école. Premier temps, peut-être suivre le reste, quoi. Et lorsque je fais mon crédit et je dépense cet argent comme je veux, c'est normal qu'à l'approche de la rentrée, je vais commencer par courir. Donc ça, ce sont les inconvénients. Je prends un crédit, je dois investir pour avoir un retour après. Mieux investir pour éviter d'éventuels moments d'angoisse. Pour le moment, l'affluence est là et les tiroirs des établissements bancaires et autres structures de microcrédit sont bondés de dossiers de demande de prêt. Selon les statistiques, chaque institution examine en moyenne 2000 demandes de prêts scolaires par an. Parlons sport à présent avec le tournoi DSS qui a connu son épilogue ce dimanche 11 septembre 2022. En finale, l'équipe de Sogan FC s'est imposée à son adversaire de jeunesse alternative sur le score de 3-0 à l'issue des épreuves de tir au but. Elle s'empare donc du trophée DSS de la première édition du tournoi au profit de la jeunesse de la 6e circonscription électorale. Ali Momoni pour les détails. Après 4 semaines de compétition, Sogan FC et Jeunesse Alternative s'affrontent pour la finale du tournoi de football DSS du jeune leader du bloc républicain Didier Sessi.
Et comme à l'ouverture, le public de Hevier a massivement effectué le déplacement du complexe scolaire Agbozo à Akossavier. En maillot bleu, l'équipe de jeunesse alternative était plus attendue pour cette finale. Mais l'adversaire du jour était aussi coriace. Les deux formations offrent une explication épique aux populations au bout des 2 fois 30 minutes du temps réglementaire qui se termine sur le score nul et vierge de 0 but partout. Sogan FC se montre plus adroit au tir au but et s'impose sur le score de 3 tirs réussis contre 0 pour jeunesse alternative. Ballon de mi wa ko fi don e le kaka bo diato bo vivin mi temps bon. Ndetunde na apprécier tout le monde quoi. Je tiens d'abord à remercier M. Didier Sessi pour ce tournoi parce qu'il nous donne l'opportunité de montrer nos talents. Bon, je suis déçu, moi quand même je suis déçu parce qu'à la quart de finale, on n'a pas eu à jouer de pénalty, on a gagné le match. En demi-finale, on a gagné le match. L'équipe adverse d'aujourd'hui, il a eu à jouer rien que des pénaltys pour être à la finale aujourd'hui. Bon, on a été au niveau pour remporter la coupe, mais ça n'a pas été ce qu'on voulait. On remercie Dieu, mais l'année prochaine, on sera encore là et on pourrait remporter la coupe. Sogan FC remporte le trophée de la première édition du tournoi DSS, plus une enveloppe financière de 200 000 francs. L'équipe finaliste malheureuse, Jeunesse Alternative, empoche quant à elle 100 000 francs, des jeux de maillot et des ballons comme le vainqueur. La troisième meilleure équipe, Massia FC, est également récompensée. Vous nous avez rendus fiers, bien qu'il y ait eu des moments d'incompréhension que nous avons su ensemble transcender pour arriver à ce point d'orgue, à cet aboutissement qu'est cette finale, et de dire bravo aux équipes sorties finalistes. Et j'encourage également celles qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas eu la chance de se faire qualifier. Ce n'est que partie remise, car je les invite à mieux se préparer pour les éditions à venir, que je souhaite de tout cœur plus engagées et fraternelles. Je suis très heureux d'être ici aux côtés de tous les jeunes de Hevier sur l'initiative de Didier Sessi pour vivre en live cette finale de la coupe qu'il a bien voulu mettre à la disposition de la population. C'est une très bonne chose et je le félicite. Je l'encourage à poursuivre l'œuvre entamée pour que la jeunesse de Hevier puisse se retrouver dans tout ce que nous faisons. Le tournoi DSS est organisé pour la jeunesse de la 6e circonscription électorale. Il a réuni 16 équipes de Zé, d'Abomey-Calavi et de Soava. Pour l'apothéose, l'artiste Etodos a tenu le public en haleine. Et du côté du tournoi, les 18 talents d'Abomey-Calavi, c'est Ahosubeta Football Club qui sort vainqueur des rencontres. La finale soldée ce samedi par le score d'1-0 a opposé l'équipe gagnante à celle de Zopa FC à domicile. La compétition a été organisée par le chef quartier de Zopa dans l'arrondissement central d'Abomey-Calavi pour détecter des talents à mettre au service du sport dans la commune. C'était aussi un moyen pour partager les idéaux de l'Union progressiste, le renouveau avec la jeunesse. William Cliquant pour les détails. La finale du tournoi, les 18 talents d'Abomey-Calavi, met aux prises 2 équipes qui ont fait parler d'elles durant toute la compétition. Bien inspiré déjà quelques minutes après le coup d'envoi, Ahosubeta FC multiplie les offensives pendant un bon bout de temps. Les visiteurs s'imposent à Zopa FC, l'équipe hospitalière qui, elle, ne baisse non plus la garde. Peu après le premier quart d'heure, l'insistance des Bleus et Blancs paie. Carl José Claco surprend la défense adverse et inscrit le seul but de la partie. Du retour des vestiaires, le score reste inchangé. Les nombreuses tentatives de part et d'autre n'ont pu modifier le verdict au sifflet final. Par la plus petite des marques, Ahosubeta Football Club arrache donc la première place de ce tournoi dénommé les 18 talents d'Abomey-Calavi. Bon, je suis très heureux puisque je suis le seul buteur de cette finale. Bon, j'ai pas beaucoup de mots, je vais savourer la victoire avec mes camarades et que la fête continue. L'initiative de ce tournoi est une ambition du chef de terre. Il s'est investi à occuper sainement les jeunes de son quartier pendant la période des vacances avec cette activité ludique. Autour du sport roi,
L'élu local a aussi partagé les idéaux de l'Union progressiste Le Renouveau avec les jeunes. L'événement a reçu le soutien de plusieurs responsables et élus de la formation politique. Cette finale, elle est tout simplement la concrétisation d'un rêve. Et depuis des années, depuis quelques années, l'arrondissement central de Calavi n'a plus connu des tournois pour permettre à cette jeunesse-là de se défouler pendant les vacances. En tant qu'acteurs politiques, nous nous sommes dit, pour l'enracinement du parti, il faut réunir les jeunes autour du ballon et leur parler, les sensibiliser aux idéaux du parti Union progressiste. Aujourd'hui, nous partons satisfaits parce que cette jeunesse a compris que c'est avec l'Union progressiste que la jeunesse est prise en compte. C'est avec l'Union progressiste que la relève elle est permise. C'est quelqu'un qui véritablement fait la fierté donc, du parti parce qu'il organise beaucoup d'activités qui vont dans ce sens-là et j'ai été très satisfait. Les meilleures formations et l'équipe Fair Play sont repartis avec des trophées et plusieurs autres récompenses. Football toujours, cette fois-ci à Parakou, lancé depuis le 30 juillet 2022, la deuxième édition du tournoi organisé par l'acteur politique Bernardin Nyansonou a connu son épilogue samedi dernier. C'est l'équipe de Décision FC de Kabassira qui a arraché le trophée face à celle de Wézé à travers une finale âprement disputée. Occasion pour le parrain, ex-coordonnateur de l'UDBN, de confirmer son appartenance au bloc républicain. Reportage. Décision FC de Kabassira, ici en tunique blanche, champion de la deuxième édition du tournoi de mise ensemble du président Bernardin Nyansonou. Pour y arriver, le capitaine Shamsdine Baparapé et ses coéquipiers ont dû sortir le grand jeu pour arracher la victoire face à la formation de Wézé, 1-0. L'unique réalisation de la partie est l'œuvre du Dossa 10 à la 9e minute. Il va s'infiltrer, il gagne sur le Bosonien, il est là. On a suivi les consignes du coach, on a respecté, on s'est bien préparé. Bon, nous remercions M. Nyansonou pour ce qu'il fait. Bon, ça arrive. Dans une compétition, on ne peut pas avoir deux vainqueurs. Il doit avoir vaincu et un vainqueur. Décision FC s'adjuge donc le trophée dénommé Ablaye Biotiané du nom du ministre d'État chargé du plan et de la coordination de l'action gouvernementale. Pour le parrain du tournoi, l'objectif de départ, celui de rassembler les jeunes et les différentes couches socio-ethniques de Parakou autour du sport roi, est atteint. Il s'agit d'un tournoi initié dans le cadre de mettre ensemble les différentes couches sociales de la ville de Parakou dans une intention de jeu de façon saine et de pouvoir les occuper de façon plus indiquée pendant ces vacances. À travers cette rencontre, nous avons constaté que au sein de la jeunesse, nous avons de la compétence, surtout en matière sportive, et que Parakou vient encore de démontrer que en matière de football, on peut encore compter sur cette ville-là. Le terrain taekwondo s'est également transformé l'instant de cette finale en un terrain politique. Ex-coordonnateur du parti UDBN dans le département du Borgou, Bernardin Nyansonou jure personnellement fidélité au bloc républicain malgré le divorce entre les deux formations politiques. L'intention reste. Nous tenons à dire à l'opinion publique que l'intention de mise ensemble reste. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau aujourd'hui, en tout cas dans le département du Borgou, reste dans cette logique. Nous avons compris à travers leur manière qu'il y a un bloc, le bloc républicain, qui écoute la jeunesse, qui accompagne la jeunesse. Il a bien vu et il a su choisir. L'UDBN s'était fondu dans le bloc républicain, même si aujourd'hui certains disent qu'ils doivent se retirer. Mais il y a des gens qui savent voir et qui savent lire le paysage politique. Et Nyansonou est l'un de ceux-là. Précisons qu'en levée des rideaux de la grande finale de ce tournoi, Sinan Sport a pris le dessus sur MVP au tir au but, 5 tirs à 4, lors de la petite finale. Nous allons parler arts martiaux à présent avec la Fédération béninoise de taekwondo qui a organisé au profit des athlètes venus des différentes ligues régionales du pays la phase finale du championnat national de taekwondo.
Un rendez-vous annuel qui permet aux athlètes de se mesurer et de se positionner en tête des différentes catégories. Les compétitions se sont déroulées au Hall des Arts de Cotonou ce samedi. Voici le compte rendu. Phase finale du championnat national de taekwondo à Cotonou. Les athlètes proviennent des différentes ligues régionales du Bénin. Ils ont compéti dans 3 catégories, à savoir les cadets, les juniors et les seniors hommes et dames. La tenue de ce championnat est un réel motif de satisfaction pour la Fédération béninoise de taekwondo. Les présentes phases finales viennent clôturer le processus du championnat national qui a débuté depuis quelques mois avec les phases régionales dans les 7 ligues régionales. Les phases régionales ont permis donc de mettre en place les sélections invitées au présent championnat. Vous pourriez sans doute comprendre quelle est ma joie de me retrouver devant vous en ces instants et quelle est ma satisfaction de voir ici les meilleurs de leur catégorie, cadets, juniors et seniors, hommes et dames. Motivés et très engagés dans la compétition, les athlètes doivent rivaliser d'ardeur et saisir l'opportunité de ce championnat pour se hisser au rang des meilleurs afin d'avoir la chance de représenter le Bénin à des compétitions internationales. La première compétition qui attend évidemment tous les sportifs, c'est les Jeux olympiques de Paris 2024. Il faudrait que certains parmi vous, évidemment les seniors, puissent se qualifier pour représenter notre pays. Le représentant du ministre des Sports salue ici la détermination de la fédération à promouvoir la discipline. Cette année, j'aurais appris qu'aux juniors et aux seniors, vous avez ajouté les cadets. De même, vous n'avez pas ignoré les nouvelles règles en termes d'arbitrage. Merci pour cet esprit d'innovation, de perfection et de professionnalisme sans cesse croissant qui est le vôtre. Au terme de la compétition, les champions de chaque catégorie ont reçu des médailles et des attestations. C'était pas facile, il faut beaucoup d'entraînement pour y réussir. C'est très réjouissant parce que grâce à ça, on est dans l'équipe nationale. Profitant de ce championnat, la Fédération béninoise de taekwondo, avec le soutien du Comité national olympique et sportif du Bénin, a doté toutes les ligues régionales d'équipements modernes. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Portez-vous bien.